Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00, la chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à toute la communauté DMG TV, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors je viens par cette note vocale pour raconter une petite histoire qui se déroule à Ouagadougou ce mois d'octobre, à la rentrée scolaire des enfants. Je viens en fait, selon mes sources, je nommerai d'abord le premier enfant A et le deuxième enfant B, parce que je ne vais pas appeler avec les noms. Voilà, ces deux enfants A et B viennent à l'école tout naturellement comme d'autres enfants. Voilà, c'est la rentrée des salles, donc voilà, chacun, c'est-à-dire l'enfant A apporte son goûter son goûter préparé par sa maman dans un sachet bien emballé. Et l'enfant vient en salle, l'enfant vient entrer dans sa salle de classe. Et là, en fait, l'enfant B est là dans la salle, lui, il est déjà assis et tout. Il voit, son camarade apporter son goûter. Tout naturellement, les enfants, voilà, ils aiment s'intéresser au goûter. Je ne savais pas, parce qu'on ne m'a pas précisé cela, je ne savais pas s'il avait son goûter ou pas, je ne sais pas. Mais il vient avec son camarade, je ne sais pas s'ils sont amis, mais je ne pense pas qu'ils sont amis. Ils partageaient juste au fait la même table. Donc, l'enfant B vient demander à l'enfant A, peux-tu me donner ton sachet? L'enfant A répond, non, moi je ne te donne pas le sachet. Et là, en fait, l'enfant B retorque en disant, écoute, si tu me donnes pas ton sachet, cette nuit-là, tu vas te gratter le corps. Tu vas te gratter le corps jusqu'à, voilà, il n'y aura pas de faim. Il n'y aura pas de faim. L'enfant B dit comme ça à l'enfant A. Et là, en fait, l'enfant A ne savait pas en fait que c'était quelque chose qu'il devait prendre vraiment au sérieux. Lui, il ne donne pas le sachet. Voilà, les cours sont finis naturellement. Voilà, tout s'est bien déroulé. Toute la journée s'est bien déroulée. L'enfant A rentre à la maison. Il rentre à la maison. Voilà, il passe sa soirée tranquillement avec ses parents, tranquillement. Il raconte pas d'abord ses journées parce que vous connaissez les familles africaines. On n'a pas l'habitude souvent de demander aux enfants, voilà, comment a été ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. En fait, on ne demande pas, les parents africains, on n'a pas appris ça vraiment à demander à nos enfants. Donc, voilà, tout naturellement, l'enfant vient, il se fait tard, voilà, il est l'heure d'aller se coucher, l'enfant va au lit. En plein milieu de la nuit, l'enfant commence à crier, et il se lève, voilà. Il dit que quelqu'un l'étrangle. On a commencé à étrangler l'enfant dans le rêve. On commence à étrangler l'enfant dans le rêve. Et maintenant, l'enfant, sursaute comme ça sur son lit. Il se lève. Quand il se lève, alors il commence à se gratter tout le corps. Il se gratte tout le corps. Je précise que c'est toujours l'enfant A. Il se gratte tout le corps comme ça. Il se gratte le corps partout. Il se gratte de la tête jusqu'aux pieds. Je vous dis que l'enfant se gratte sur le corps. Alors sa maman se lève et dit, mais tiens, ça c'est quoi? C'est quelle histoire là? Là, elle met du bicarbonate sur l'enfant. Elle essaie de faire des trucs pour essayer que ça passe, mais ça ne passe pas. Personne n'a dormi toute la nuit. Personne n'a dormi de la maison parce que la situation de l'enfant était vraiment, voilà. Il faisait la fièvre, son corps commençait à faner tout d'un coup en fait, parce qu'on attaquait l'enfant vraiment de manière très, très puissante en fait. Et c'est là en fait qu'au réveil, le matin, l'enfant était toute fanée.
c'est comme ça, on amène l'enfant à l'hôpital. Et voilà, vous voyez les familles africaines, on s'inquiète, on essaie de faire des recherches. C'est là, au cours de la journée, on se rend compte, voilà, ce qui s'est passé, passé, voilà, voilà, voilà. Et on essaie, c'est-à-dire d'interpeller le papa de l'enfant B, qui est, bien sûr, que je vais préciser qu'on a, c'est-à-dire selon mes sources, on me dit que l'enfant B, son papa est un marabout. Donc, l'enfant est un sorcier. Ils ont dit l'enfant voilà, peut être un sorcier parce que je n'ai pas en fait la certitude. Voilà, et l'enfant est un sorcier. Donc, ce qui est là, c'est que on a essayé c'est-à-dire d'appeler le papa. Hein. On a convoqué une réunion. On a appelé le papa de l'enfant B et puis les parents de l'enfant A. Et ils sont venus. Et là, en fait, ils ont demandé à ce que, en fait, les parents se réunissent pour discuter. Voilà, le papa de l'enfant B n'est pas venu, ne vient pas. Il envoie son oncle qui vient. Voilà, la maîtresse, c'est-à-dire les anciens, ils essayent de parler. Voilà, ils vont changer l'enfant. Ils vont juste les déplacer. Ils ont mis l'enfant B devant. Ils ont mis l'enfant A derrière. Ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont même pas essayé de prendre des mesures outre que ça. Ils n'ont rien fait du tout. Alors, par cette histoire-là, je viens raconter, c'est-à-dire, souligner 2 points. Apprenez à demander à vos enfants, c'est qui, c'est-à-dire les faits c'est-à-dire comment leur journée se passe. Apprenez à poser ces questions-là, de manière très douce, de manière très calme. Et également, chercher vraiment à connaître ce que les enfants traversent, c'est-à-dire au fil du temps. Faites très attention, le monde aujourd'hui, voilà. C'est pas, c'est-à-dire c'est rempli de merde. C'est pas que il faudrait être, voilà. Pour ne pas extrapoler les choses, il faut prendre des mesures, voilà, très strictes pour les enfants. Même étant adulte, il faut prendre des mesures. Donc voilà la petite histoire que moi, je m'aimerais vous partager. Alors, ce serait tout. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Voilà, j'ai une deuxième histoire. Celle-ci, c'est l'histoire de mon père. Mon père, il n'a pas été reconnu par son papa à la naissance. Il n'a pas connu son père. Il ne sait pas qui est son père. Il a que sa maman, en fait. Donc, il est né à Abidjan. Et quand sa maman l'a accouché, elle a très vite renvoyé au village chez sa grand-mère. Et chez sa grand-mère, disons qu'il était un peu le chouchou. Voilà. C'était indépendamment de la volonté de sa maman qu'il a été envoyé au village. Parce que sa maman vivait chez ses frères et sœurs. Elle n'était pas chez elle, mais elle vivait plutôt chez ses frères et sœurs. Du coup, ses frères et sœurs avaient déjà plusieurs enfants. Elle ne pouvait pas avoir son enfant encore. Ils étaient déjà trop, en fait. Du coup, on lui a dit de ramener son enfant au village. Donc, mon papa, lui, il grandit avec sa grand-mère et tout. Pour lui, c'était le chouchou de sa grand-mère et tout. Genre, il y avait plein d'enfants. Voilà, comme genre, généralement, il y a certains parents qui font les enfants et puis il y a ses enfants chez les grandes-mères et tout et tout. Et c'était pas que c'était la maman directe de sa maman, mais en tout cas, c'était la même famille, voilà. Donc, il est là-bas, il grandit et tout et tout. Il va à l'école et tout. Et quelques années plus tard, on le ramène en ville. Il repart chez sa maman. Là, maintenant, sa maman a un foyer, disons. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a eu des enfants. Du coup, il part rester maintenant avec son oncle qui est en ville. Pas avec sa maman pour le moment, mais avec son oncle qui est en ville. Et il continue d'aller à l'école. Après, genre, quand t'es pas chez tes parents, genre, tu ne vis pas avec tes parents là. Il y a pas ce suivi. Tu es livré à toi-même en quelque sorte. Même si c'était chez son oncle, il était un peu livré à lui-même. Du coup, il a décidé d'arrêter l'école, de chercher à faire un métier. Et il arrête l'école. Il s'est lancé dans le domaine de la peinture. Voilà. Et des années passent. Bon, disons que rien ne va vraiment dans sa vie.
les choses sont un peu compliquées, disons super compliquées pour lui. Et sa grand-mère il a grandi et tout, il a vécu après avec sa maman, il a rencontré ma maman, nous sommes nés, nanana. Et sa grand-mère qui était au village est décédée. Du coup, il part au village et on lui fait savoir que, on le fait savoir que la grande-mère en question avait maudit tous les enfants qui sont passés chez elle. C'est-à-dire que tous les enfants qui ont ne serait-ce que mis pied chez elle, c'est-à-dire vécu chez elle là, c'est des personnes qui n'allaient pas réussir. Donc c'est ce qu'on lui fait savoir. Bref, c'est un peu ça, mais on se dit que ça dépend de Dieu. On ne sait pas si c'est vraiment ça, mais c'est ce qu'ils ont dit. Du coup, on va, bon, il souffre vraiment. Il y a il a plein de problèmes. Moi, personnellement, je ne souffre pas parce qu'il fait tout pour qu'on soit bien et tout. Mais genre, il a plein de problèmes. Il fait de son mieux et tout. Même actuellement, il est super malade. Mais genre, il fait de son mieux parce que nous, on est là. Du coup, il essaie de se surpasser pour nous. Voilà, donc actuellement, on était dans une maison. Genre, juste pour vous montrer à quel point la souffrance continue en fait. Je dis sûrement, c'est la malédiction de la grand-mère. Ou je sais pas, c'est peut-être pas ça. Mais on est actuellement dans une maison. On nous demande de libérer la maison. Du coup, vu qu'il n'a pas un métier stable, il n'a pas un salaire, il se débrouille et tout. On demande de quitter la maison. Donc, il essaie d'avoir de l'argent pour quitter la maison. Et, truc bizarre, toutes les personnes qui sont de la famille ont l'argent, la majorité en tout cas, ont de l'argent et tout. Genre, il y a même une maison pour la famille, c'est-à-dire les soeurs la soeur de sa maman. Du coup, il demande à aller rester là-bas en attendant qu'il trouve une maison et tout. Mais la maison est dans un sale état. Donc, on lui dit d'accord, arrange et ça va rester. Il cherche de l'argent, il se démerde. Il commence ses travaux. C'est-à-dire, genre, il a mis 200 000 dans la maison. Et un jour, on l'appelle pour lui dire que, genre, non, c'est pas possible que je surveille ça bon, en fait. Que, genre, je peux pas rester dans cette maison et tout. Pourtant, il a demandé la permission. Seulement que, genre, ses cousins et cousines, genre, n'ont pas eu la force de lui dire non. Ils ont juste dit que, ah, vas-y, fais ce que tu as fait. Et puis, genre, tu restes dans la maison. Et où il commence à engager les démarches et tout, on lui dit que non, c'était un projet de construction, seulement que ça n'attendait pas. Actuellement, genre, on ne sait pas où aller. Bon, moi, je suis en cité universitaire. Mais genre, je ne sais pas dans quel cas il se trouve là-bas à la maison et tout. Mais genre, on ne sait pas où aller. Juste pour vous montrer à quel point genre, la souffrance continue. Voilà, l'histoire, la moralité de cette histoire, c'est de ne jamais laisser vos enfants chez des personnes de votre famille. Peu importe la situation que vous vivez. Genre, vivez avec votre enfant. N'acceptez jamais de laisser votre enfant quelque part, ni de confier votre enfant à quelqu'un. Donc, je me suis rappelé de quelque chose parce que genre, quand j'étais petite, il y a le demi-frère à mon papa qui a proposé, je sais pas si c'est sa femme ou lui, qui a proposé que je vienne rester chez eux et tout et tout. Et genre, mon papa, il a refusé. Genre, ils avaient l'argent et tout. Papa, il a refusé, malgré qu'on n'a pas d'argent. Il a refusé, il a dit que genre, il préférait rester, genre, il préférait rester avec sa fille. Il préférait voir sa fille grandir avec lui. Parce que genre, après tout ce qu'il a traversé là, ça c'était avant qu'il ne sache que, d'après ce qu'ils ont dit, qu'il était mauvais et tout. Mais genre, il a préféré que je reste. Moi, quelques années après, genre, je me suis dit, pourquoi mon papa n'a pas accepté que je parte rester avec ces personnes-là? Parce qu'ils ils ont beaucoup d'argent. Je ne serais pas genre... Je sais pas si vous voyez. Mais après, avec les histoires qu'on raconte sur la chaîne, genre, je me dis que c'est quand même bien que mon papa ait refusé. Parce que je sais pas ce qui m'attendait là-bas. C'était un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire.
Alors, bonsoir DMG, bonsoir la team DMG. Je vais vous conter mon histoire, mon vécu en fait. Je l'ai vécu aujourd'hui, ça fait 7 ans de cela, en 2016. Donc du coup, j'étais dans la grande maison avec mon mari, mes enfants et tout, et voilà comment mon mari a décidé de rentrer, quoi. Mon mari, c'est un étranger. Il n'est pas de la même nationalité que moi. Moi, je suis une jeune dame gabonaise. Du coup, je ne me suis pas présentée, qui vit au Gabon, précisément à Libreville. Mon mari est rentré. Il est d'abord rentré dans son pays. Il a dit qu'il va d'abord essayer de se chercher là-bas, essayer de mettre tout en place avant de venir me chercher. Bon, à peine aussi je revenais de son pays. J'ai fait 6 mois là-bas. Je suis rentrée pour rester aussi avec ma famille. C'est comme ça, il est parti. Il m'a laissé avec les enfants. Et moi, j'ai dit, comme il est parti, il n'est plus là et qu'il va aussi là-bas pour un temps, il va mettre long là-bas, il a peut-être pour 2 ans. Du coup, payer le loyer, on n'avait pas encore construit. Payer le loyer, c'est trop cher. Le loyer là, ça coûte trop cher. Vaut mieux, je vais chercher un petit truc que je peux rester avec les enfants, un truc américain. Du coup, j'ai cherché. Et j'ai donné les avis à mes jeunes frères. Je les ai demandé de m'aider. Ils ont cherché. Ici, chez nous, on a des petits qu'on appelle les démarcheurs. Genre, quand tu veux une maison, quoi, tu ne te déplaces pas. Eux, ils vont faire tout le travail à ta place. Et tu vas seulement visiter. Si ça te plaît, tu payes la maison. Et on te remet les clés. Du coup, j'ai trouvé un petit qui m'a aidé à chercher la maison. Il a trouvé la maison. Je suis allée visiter la maison, une belle maison dans une clôture, vraiment comme je voulais parce que j'avais les enfants. Je partais au travail, je ne peux pas laisser les enfants dans une maison non clôturée, quoi. Du coup, je voulais la sécurité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à habiter. J'ai déménagé, mon mari a voyagé. Après une semaine, j'ai déménagé, j'ai aménagé dans la nouvelle maison et c'était pas très loin de mon travail. Du coup, je partais même à pied. Et je suis restée avec une dame. La dame aussi, c'était une maman divorcée. Je crois mère de 7 enfants. Hein. Mais du coup, tous ses enfants ont grandi. Elle n'habitait avec aucun de ses enfants. Elle était seule. Mais elle faisait une église dans sa confession. Bon, c'est comme ça, on a commencé à habiter avec mes enfants, tout allait bien. Et je pars au travail, c'était pendant les vacances. Je pars au travail, je laisse mes enfants. Comme je n'étais pas très loin de là où j'habitais, mon travail n'était pas très loin d'où j'habitais, donc du coup, parfois les enfants venaient me retrouver dans l'après-midi et on revenait ensemble le soir. C'est comme ça, on est resté pendant 3 mois. Et elle a sa fille, sa grande fille, je crois sa deuxième fille aussi était mariée dans un quartier de Libreville. Elle a fait 5 enfants avec le mari. Je ne connais pas le problème qu'ils ont eu. Du coup, je n'ai pas cherché à savoir. Un bon matin, je vois seulement les petits-enfants dans la maison. Donc, les enfants de sa fille sont venus retrouver leur grand-mère avec un chien. On est là, tout se passe bien. Et moi, je suis du coup le genre... je ne me laisse pas trop aller avec les gens, quoi. Donc, moi, c'est la maison, le boulot. Quand je suis à la maison, je suis que dans la chambre. Je ne restais pas trop. Vraiment, je peux compter. Je ne sais même pas si je suis restée une fois avec elle pour causer, même non. Ce qui nous liait seulement, c'était le loyer. Du coup, je remettais son loyer quand c'est la fin du mois. Et c'est tout. Elle essaie souvent de me poser des questions, mais je répondais en bref. Je ne voulais pas qu'elle sache
qu'elle rentre dans ma vie privée, quoi. Du coup, j'ai mis une barrière. Ces petits-enfants sont arrivés. Et les petits-enfants sont venus avec un chien. Donc, quand je lave le linge, j'installe le linge, je pars au travail, je viens trouver le linge tout déchiqueté, par terre, tiré, déchiré, les draps déchirés. J'ai posé la question une fois. La première fois d'abord, je n'ai pas trouvé le linge sur la corde. Bon, je me suis dit, comme je suis rentrée tard, peut-être que la bailleresse a enlevé mon linge à la corde. Le lendemain matin, très tôt le matin, je sors pour l'histoire de savoir si le linge était sec ou pas, pourquoi on a enlevé le linge et que je veux aussi aller au travail le matin. Donc je voulais savoir où se trouvait mon linge avant de partir. C'est comme ça que j'ai demandé à la propriétaire. Elle me dit non, elle ne connaît pas où se trouve mon linge. Je dis moi j'ai laissé le linge avant de partir. La maison est dans la barrière. Qui est rentré pour venir ramasser le linge à la corde? Elle m'a dit non, elle ne sait pas. Bon, je dis d'accord. Je suis sortie, j'ai essayé de tourner là dans la cour. J'ai trouvé les draps au sol. En tout cas, le linge est puis très éloigné de la corde à linge. J'ai ramassé, j'ai mis dans la bassine, je suis venue, j'ai rincé, j'ai retrempé. Et puis je suis partie au travail. Ma grande fille, elle avait derrière moi. Elle a réinstallé. Comme elle a passé le temps à surveiller le linge, du coup, on ne sait pas ce qui s'était passé. 2 semaines, je relave encore le linge, j'installe le linge. Je viens trouver le linge déchiré, les draps déchirés, les habits vraiment déchirés, enroulés au sol. Je demande à la propriétaire, maman. Bonsoir maman, j'ai laissé le linge à la corde et voilà comment je suis venue trouver le linge par terre. Elle me dit, je ne sais pas ma fille, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas qui a enlevé ton linge et puis qui a déchiré tes draps comme ça. Bon, je suis rentrée, j'ai ramassé mes choses, ce qui était à jeter, j'ai jeté. Du coup, j'ai parlé avec ma grande fille que on a imaginé quoi, que je crois que c'est le chien là. J'ai dit en tout cas, moi je prie un Dieu vivant. Si c'est le chien qui déchire mon linge comme ça, un jour, il sera vaincu. Après une semaine, je crois que j'ai lavé quelques linges des enfants. J'ai installé. Je viens trouver. Dieu aussi a fait en sorte que le jour-là, je rentre un peu tôt du travail. Il faisait, je crois, 19h. Quand je rentre, j'ouvre le portail, je trouve le chien en train de jouer, de s'enrouler avec les habits des enfants. C'est comme ça que j'ai chassé le chien. Je suis allée, j'ai cogné à la maman. J'ai essayé d'expliquer. Elle m'a dit, ma fille, moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. J'ai dit, ok. Plus je connais des gens qui déchirent mon linge. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme elle a dit, elle ne connaît pas, moi je vais travailler au chien là. Après une semaine, je relave encore le linge, j'installe le linge. Le chien était couché à 100 mètres de moi. Il me regardait tranquillement en train d'installer mon linge. Comme je me retourne, j'installe le linge, quelque chose me dit, retourne-toi. Je me retourne. Quand je me retourne, nos yeux se fixent avec le chien. Bon, j'ai dit, c'est le chien, j'ai laissé. J'étais en train de parler dans mon cœur que, où je suis en train d'installer le linge là, c'est pas le chien là va encore tirer le linge là. Quelque chose me dit, regarde encore où se trouve le chien. Quand je me retourne encore, je trouve que le chien est en train de me fixer. On s'est fixé, comme ça que je lui parle. Je dis, toi là, je suis en train d'installer mon linge, je suis en train d'aller au travail. Si je reviens et que je viens trouver mon linge déchiré, mon linge au sol, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te percer les yeux. Je vais te casser les côtes. Tu vas voir. De la même manière que je laisse mon linge, je reviens trouver mon linge. Si je trouve que quelque chose a bougé sur la côte là, tu verras ce que je vais te faire avec. Tu verras ce que je vais te faire. Je lui ai dit, regarde très bien la manière dont j'installe là. Je ne vais même pas pincer pour dire que je vais pincer plus haut ou bien je vais soulever les draps des côtés pour que tu ne tires pas. Je laisse comme ça, mais gare à toi. Si je reviens, trouver que le linge là, tu as touché, tu verras ce que je vais te faire. Soit je vais te percer les yeux ou je vais te casser les côtes. Sois-en sûr que quand même, il y a 2 choses. Il y a une chose que tu ne vas pas louper. Ok, j'ai installé mon linge.
Allez, je me suis préparée, je suis partie. Je suis rentrée même tard le jour là, je rentre comme ça, je viens de trouver mon linge DMG. Comme j'ai installé mon linge, c'est de la même manière que je suis venue retrouver mon linge. Il n'y a rien qui a sauté. On n'a même pas touché. Il n'y a que le soleil qui a séché mon linge. Et j'ai ramassé mon linge tranquillement. J'ai mis ça dans la maison. Ok, on est là. Ça continue comme ça. Je lave mon linge, j'installe, je viens de trouver de la même manière. Les gens de la maison, les bailleurs lavent leur linge, ils ramassent, il n'y a aucun problème. J'ai dit, ok, on est là. 1 mois est passé, 2 mois est passé, 3e mois, voilà un couple, un pasteur et sa femme qui vient louer aussi dans la concession. C'est comme ça, on est là. Le pasteur a lavé le linge, sa femme a lavé le linge. Ils ont installé à la corde. Moi, je suis partie au travail. Le matin, quand je passais, j'ai vu la dame en train d'installer le linge. Je n'ai rien dit. On s'est dit bonjour madame. Je suis passée. Le soir, quand je rentre, je ne trouve pas le linge à la corde. Bon, du coup, puisque j'avais déjà un tir de toujours regarder s'il y a un linge pour voir, s'il y a le linge à la corde pour voir si le linge a été déplacé ou le linge a été jeté parce que j'avais déjà vu ce coup. Du coup, je regardais à la corde. Bon, moi, je me suis dit, peut-être que la dame a retiré son linge. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée chez moi. Je me suis lavée. Je me suis occupée. Très tôt le matin, je suis sortie, j'avais des courses à faire, je suis partie. Je ne connais pas ce qui s'est passé derrière moi et tout. 2 semaines après, bon, je peux dire moins de 2 semaines, la dame relave encore le linge. Elle installe le linge. Donc derrière elle, c'est comme ça que le chien... Donc la première fois même que j'avais vu, elle avait lavé le linge, il paraîtrait qu'elle avait cherché son linge. Ils ont retrouvé le linge au sol. Ils se sont dit peut-être que le linge est tombé et tout. Bon... Du coup, moi, je ne me suis pas occupée de ça. Donc, la 2e fois qu'elle a lavé le linge, elle a installé le linge. Elle est partie à ses occupations avec son mari. Ils sont rentrés la nuit. Ils sont venus trouver, il n'y a pas le linge sur les cordes. C'est comme ça qu'elle a demandé toujours au propriétaire. La propriétaire a dit, je ne sais pas, ma fille. Je ne sais pas, moi, je suis dans la maison. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos linges. Donc, très tôt le matin, le pasteur sort pour fouiller le linge. Il trouve le linge, ses pantalons déchirés, les draps au sol, les serviettes au sol, tous les habits au sol d'AMG. Donc, c'est même le pasteur là qui nous réveille très tôt le matin avec le bruit. Il va y cogne la propriétaire. Oh, mon linge, on a tout déchiré, mon linge. Je ne sais pas qui a déchiré mon linge. J'ai installé le linge. On est sorti le matin, les draps au sol, mes pantalons déchirés. Je ne sais pas. Et le chien est là posé tranquillement. C'est pas son problème. Donc, c'est comme ça que je lui ai demandé. Papa, bonjour, oui, bonjour ma fille. Je dis que mais vous n'avez pas enlevé. Oh non, ma fille, je n'ai pas enlevé le linge à la corde. La première, c'est là où maintenant il m'apprend maintenant que la première fois, il avait installé le linge et il est venu trouver le linge enlevé de partout et puis jeté par terre. Mais on n'avait pas déchiré. Maintenant, après, 10 jours, 9 à 10 jours, il a encore lavé le linge. Ils ont encore trouvé maintenant le linge déchiré. Tout déchiré, les pantalons, tout déchiré. Maintenant, il est en train de demander à la propriétaire parce qu'ils n'ont pas pensé que le chien pouvait faire ça. Du coup, il n'a pas parlé même du chien. Il s'est dit peut-être que c'est les enfants, les petits-enfants de la propriétaire qui sont en train de faire le désordre là. Et c'est comme ça. Il a enlevé le linge, il a mis le linge déchiré dans la poubelle et tout. Moi, je n'ai pas parlé. Et puis, je me suis occupée, je suis partie pour moi à mon boulot. Pour la 3e fois encore, moi quand je lave mon linge, le chien ne touchait plus à mon linge. En tout cas, il ne touchait plus, il n'a plus jamais touché à mon linge depuis que je l'ai parlé. Je lui ai parlé que tu sais ce que tu es en train de faire là. Mais si tu retouches encore à mon linge, je vais te percer des yeux, soit je vais te casser les pattes ou tes côtes. En tout cas, l'une des choses va arriver sur toi. Donc du coup, il n'a plus jamais touché à mon linge. Et quand j'avais parlé, on n'était qu'à 2. Il était là, j'étais en train d'installer dans la cour, j'étais en train d'installer le linge. Il n'y avait personne et je n'ai même répété ça à personne. Ni à mes enfants, je n'ai pas répété que voilà ce qui s'est passé. Je suis en train d'installer le linge, j'ai parlé au chien. Donc, on est là, les jours passent et tout.
le pasteur relève encore le linge. Voilà maintenant, il enlève encore. À chaque fois que le pasteur, madame pasteur lave le linge, maman pasteur plutôt, le chien retire, il déchire tout le linge. C'est comme ça que papa pasteur dit que moi je ne peux plus habiter dans la maison là. Moi je ne sais pas comment je vais faire parce que à chaque fois je vais installer le linge, je vais venir trouver le linge, tout le linge déchiré. On l'a calmé et tout machin. Oh, peut-être que ce sont les enfants. Elle a essayé de gronder à ses petits-enfants. Mais non, un jour, on est là un dimanche, ils ont eu leur culte et tout. C'est comme ça elle est venue me cogner. Ma fille, bonjour. Je dis bonjour. Ma fille, tu peux m'avoir le sucre là? Je dis maman, il n'y a pas de problème. J'ai pris le sucre, j'ai remis à la dame. Elle me demande que ma fille, est-ce que depuis là, tu as même vu le pasteur là? Je dis, maman, moi je ne sais pas s'il est là. Et moi je rentre un peu tard et je sors tôt. Donc du coup, je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. J'essaie de cogner chez lui là-bas. Déjà que c'est dimanche, peut-être qu'il est sorti, il est parti très tôt. Elle me dit, d'accord ma fille, toi tu ne vas pas au travail. Je dis, maman, je vais partir. Comme c'est dimanche, j'essaie un peu de me reposer. Je vais aller même vers les midi. Elle m'a dit, d'accord. Maintenant, le lendemain, lundi, c'était mon jour de repos. J'étais là dans la cour en train de faire mes occupations et tout. C'est comme ça qu'elle me dit, ma fille, tu n'as pas... Je dis, maman, je ne sais pas. Moi, je ne connais même pas comment le pasteur là s'appelle. C'est lui-même qui s'est présenté. Il m'a dit qu'il est pasteur et tout. Donc, moi, du coup, je ne connais pas sa vie et tout. Elle me dit, parce que moi je le cherche, je vais l'enlever. Il n'a qu'à sortir de ma maison. Il est impoli. Il est ceci, cela. Il n'est pas respectueux. À chaque fois, il vient me cogner qu'on a déchiré ses habits. À chaque fois, on vient me cogner. Bon, du coup, moi je ne sais pas si la maman là savait que c'était le chien, c'était leur chien qui déchirait le linge. Moi je ne sais pas, je n'ai jamais parlé de ça. Après quelques mois, le pasteur a dit, lui va déménager. Après, la propriétaire a demandé au pasteur de libérer sa maison. Et lui aussi, il en avait déjà marre qu'à chaque fois qu'il lave son linge, il doit venir retrouver son linge déchiré. À chaque fois qu'il lave son linge, il doit venir trouver son linge, les draps, les pantalons, les robes de sa femme déchirées. Donc du coup, lui-même, il était même content de partir. Il est parti. Un autre couple a remplacé le studio qu'il était. Moi, c'était seulement bonjour, bonne arrivée, c'est tout. Du coup, je crois que ça s'est aussi répété avec le couple là, des habits déchirés à la corde. Mais non, un jour, la maman était sortie, il n'y avait personne à la maison, j'étais seule avec le chien. C'est comme ça, maintenant, le chien était devenu genre obéissant à moi. Quand je marche, il me suit derrière. Quand je vais à la boutique, il m'accompagne. Bon, en tout cas, il était devenu, pour lui, c'était dit que j'étais devenu maintenant son ami. Parce que du tout, moi je me dis, tout ce qui s'était passé dans la cour, je n'ai jamais parlé et tout. Donc, je ne sais pas comment il a pris ça, le chien l'a pris ça. Maintenant, un jour, comme du coup, je vous ai dit que mon travail n'était pas très loin de là où j'habitais. DMG, maintenant j'étais seule à la maison avec le chien. J'ai fini de me laver et tout, je me suis préparée. Quand je sors comme ça, je trouve le chien dans la cour. J'ai dit, oh, toi tu es là, ta famille, tes parents ne sont pas là. Il baisse la tête. J'ai dit, ok, moi je suis en train d'aller au travail, mais allons, tu m'accompagnes. Le chien s'est levé, on entendait marcher, coucou. On a ouvert le portail d'MG, j'ai refermé le portail derrière moi. On a marché. Déjà que où je travaillais n'était pas loin de d'où j'habitais. Bon, du coup, on peut prendre le taxi ou quoi. Mais comme c'est dans le même quartier, mais quand même très éloigné. Mais c'est toujours dans le même quartier. On a marché. Le chien était derrière moi. DMG. Et là où je travaillais, il y avait une barrière d'une personnalité de ces pays que je vais taire le nom. Du coup, il y avait un gardien sénégalais. Je m'entendais très bien avec le gardien. Je suis arrivée. Le chien était toujours derrière moi. J'ai vu le gardien. Il me dit, c'est quoi ma maman? Tu vas où avec le chien? Je dis, laisse le problème que j'ai là. Avec le chien là que tu vois là, DMG. J'ai dit au gardien là, je veux que si même peut-être le gardien là m'écoute dans ce live là, je crois qu'il va se reconnaître. J'ai demandé au gardien si vraiment il peut me garder le chien là dans leur concession, parce que c'était vraiment une très grande concession.
une très grande concession DMG. Donc, du coup, je lui ai demandé s'il peut me garder le chien là-bas. Il m'a dit, garder comment? Je dis, je sais pas, je veux que tu me gardes le chien là, même pour une semaine. Maintenant, moi, dans ma tête, c'était pour que je l'enlève de cette maison qui ne revient plus à jamais. C'est comme ça, il a dit, il n'y a pas de problème, je peux le garder, mais il ne va pas faire plus de 2 semaines parce que sinon son patron saura qu'il y a un chien qui ne leur appartient pas. Je dis, il n'y a pas même 2 semaines, c'est beaucoup, papa. Je veux seulement que tu me gardes le chien, même si c'est pour 4 jours. C'est comme ça le chien, je suis rentrée dans la barrière. Plus le chien était derrière moi, il me suivait partout. Je suis rentrée dans la concession et après j'ai fait semblant de causer et tout. Le chien il était en train de jouer un peu là, un peu devant moi là, un peu éloigné. C'est comme ça, je suis ressortie, le gardien a refermé le portail. Donc le chien est resté là-bas. Je suis retournée à mon travail. Le soir, je suis rentrée à la maison. Comme il se faisait tard, bon, du coup, je ne sais pas s'ils ont cherché le chien ou pas. Je suis restée le lendemain. C'était mon jour de repos. Je suis restée toute la journée. Il n'y avait pas de chien dans la cour. Après, maintenant, le deuxième jour, c'est comme ça que la maman dit, mon cogné, ma fille, est-ce que tu n'as pas vu le chien? Je dis, je n'ai pas vu votre chien, maman. Elle me dit, oh, ça fait 2 jours qu'on ne fait que chercher le chien. On ne connaît pas où il est parti. On est sorti, on a laissé le chien dans la cour. Je dis à maman, je ne connais pas, je n'ai pas vu votre chien. Je suis rentrée dans ma maison, j'ai fermé ma porte. DMG, le lendemain, je suis partie pour moi à mon travail. Mes enfants, on est là et tout et tout. Puis c'est comme ça que l'histoire du chien là. J'ai encore fait, je crois, 6 mois là-bas DMG. On s'est reposé avec l'histoire du chien là. Le chien là n'est plus jamais revenu. Donc du coup, dans le quartier où je l'ai laissé, puisque je travaillais là-bas. Après une semaine, il m'a dit non, moi je vais laisser. Il dit non, papa, tu peux déjà les laisser. Donc quand il a ouvert quand il a ouvert le portail, le chien est sorti. Et c'est comme ça, comme il y avait aussi un grand carrefour là, il est resté là, il traînait partout et tout. C'est comme ça que le chien là est resté dans le carrefour là. Quand il me voit, il faisait parfois, il aboyait un peu genre pour dire qu'il me connaît, mais quand il voulait s'approcher de moi, je lui chassais, puis c'est fini. Et puis c'est comme ça que l'histoire des chiens là, d'MG, on s'est reposé. Donc les 6 mois que j'ai encore fait là-bas, du coup, tout le monde était à l'aise, de nouveaux locataires étaient à l'aise. Je dis, bon Dieu, pardonne-moi, hein, parce que ça, c'était quand même un mauvais esprit. Un chien parce que moi, j'ai parlé avec le chien là, et il m'a écouté. Bon, DMG, c'était ma petite contribution. Partager, liker, laisser le commentaire, et puis, c'est comme ça. Hein. Bon, merci DMG, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bon après-midi, DMG TV. C'est encore moi, encore Quentin. Il y a tellement d'histoires et j'ai tellement vécu des choses que vraiment, moi je crois à la spiritualité, je crois beaucoup aux choses qui se passent parce que j'en ai vécu. L'histoire ça s'est passé. L'histoire vraie, c'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est passé en 1994. En 1994. En ce moment, on venait de perdre notre président un an après. Le président de la Côte d'Ivoire. Et c'était comme ça. Un jour, bon, je peux intituler l'histoire grossesse mystique ou bien grossesse d'un revenant. Donc c'est comme ça. Un jour, comme dans la tradition, on est dans une grande cour. On est vraiment beaucoup. Tu sais, les familles africaines, vraiment, on a des grandes cours et puis tout le monde est relié, cousins éloignés, cousins frères, tout le monde. C'est-à-dire qu'on est éloigné et puis, mais on est ensemble, on se considère comme frères et sœurs. Donc c'est comme ça. On avait un cousin de notre grand-mère qui était là, on traverse sa cour avant d'aller au travail. Bon, c'est-à-dire qu'il est sur le côté. Lui, il a construit sa maison derrière la maison de ma grand-mère. Et c'est comme ça, un mercredi, je me rappelle très bien, un mercredi, parce que les mercredis,
c'est jour de marché dans notre village. Donc le mercredi, les gens ne vont pas trop au champ. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la cour. Ils ont décidé de faire une réunion parmi les grands-pères et les grands-mères avec les oncles aussi qui sont âgés, qui étaient dans la cour. Ils ont décidé de faire une réunion entre eux. Au cours de la réunion, je ne sais pas ce qui s'était passé, ils avaient décidé de faire sacrifice d'un poulet, un coq noir. Donc ils avaient décidé de faire le sacrifice. Parce que, je vous rappelle que dans notre cour, il y a 2 cailloux que les gens adorent qui sont dans la cour. C'était une cour royale. Mais comme les gens sont morts, donc le royaume a quitté pour aller dans l'autre famille. Donc c'est comme ça, c'était une cour royale. Donc avec les rois africains, vous savez ce qui se passe. Ils ont toujours des trucs qu'ils adorent. Donc il y a 2 cailloux, il y a un qui a un manguier dessus, et puis les 2 autres, il y a des arbres un peu rares, des arbres de la forêt qui un peu rares qui est dessus, qui est tout le temps. Et les choses là sont toujours frais. Bref. C'est comme ça ils sont partis faire la réunion dans la grande cour. Ils ont fait la réunion, ils ont tué le coq. Après avoir tué le coq, l'autre grand-père là est rentré. Quand il rentrait, il disait que son cœur le brûlait. Après qu'ils ont égorgé le coq, tout ça, ils sont rentrés. Quand il rentrait, il disait que son cœur le brûlait. Après, il dit son cou, son cœur, son cou. Nous, on prenait ça comme c'était de l'amusement. C'est comme ça le vieux est rentré dans sa maison. Il est rentré, il n'est plus sorti. C'est comme ça. Nous tous, on est assis dans la cour. Les vieux là rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est dans le coup de les sacrifices. Au lieu d'égorger le coq, c'est le monsieur qu'ils ont égorgé. Donc, c'est le plus faible qui paye le prix. Donc, c'est comme ça le monsieur a été égorgé. Et il dit son cœur, son cou, son cœur, son cou, son cœur, son cou, son cœur, son cou, jusqu'à 19h. C'est comme ça que le monsieur a rendu là. Nous tous, on était dans la cour, on criait, on pleurait. Ses enfants même accusaient ma grand-mère, que c'est ma grand-mère qui l'a tué, tout ça. Nous, on était un peu ignorants de tout ce qui se passait là. Donc, moi, jamais je pouvais donner ma poitrine pour cette grand-mère là. Donc, moi aussi, je voulais prendre parti. Et après, j'ai remarqué qu'ils ne nous ont pas agressés nous-mêmes. Mais c'est la grand-mère, ils s'acharnaient sur elle parce que c'est pas à cause d'elle. Nous, les frères, on va se faire palabre. Et au même moment, le vieux en question qui était dans la maison mourant, il avait son travailleur qui travaille dans son champ de café cacao, qui revenait du champ. Parce que lui, il va le champ un peu très très loin. Le champ est loin, donc il vient un peu tard. Comme il a un vélo, il vient un peu tard. En venant, il a croisé le monsieur qui était mort. En venant vers les 19h30, 20h. Et en ce moment, le monsieur était mort à la maison déjà à 18h35 ou bien 19h par là. Et le monsieur maintenant, lui revenait. Il a croisé son maître. Le monsieur, il vous souligne que il est du pays voisin, il est de Burkina Faso. Il n'est pas ivoirien. Et il est venu parce qu'il travaillait, il avait pris comme manœuvre. Il travaillait dans son champ. Donc c'est comme ça, il a croisé, il voit qu'il croise son maître. Son maître lui dit, le travailleur lui dit, mais papa, où tu vas à l'heure là? Qu'il se fait tard, à telle heure là, tu ne dois pas sortir. Il dit non, que tu sais, sa jeune femme là, elle a son champ, qu'on dit il y a des gazelles qui viennent gâter les trucs, manger les fruits
de ses plantes, tout ça, qu'il a pris, c'est pourquoi il a pris fusil. Et en ce moment, il avait pris fusil sur son épaule avec un petit sac, tout ça, et il partait. C'est comme ça. Il lui a dit que je vais chasser les trucs, même tuer même une gazelle si c'est possible. Que bon. Mais ce que je voulais te dire, si tu arrives à la maison, il y a des papiers que j'ai mis dans tel coin, et aussi il y a des choses que tu t'adresses à mon grand-fils. Son grand-fils, son nom c'est Emmanuel. Tu t'adresses à son grand-fils Emmanuel, que si tu vas, tu dis à Emmanuel de regarder dans tel coin, qu'il y a des choses que j'ai mis ici, il y a telle personne doit avoir ça. Il dit, mais si toi-même tu viens, il dit non, c'est une commission, va, tu vas leur dire. Que bon, quand il va revenir, je sais pourquoi il dit d'aller leur dire. Il dit, ok papa. Là c'est comme ça, le travailleur, le manœuvre est monté sur son vélo et puis il est rentré. Quand il venait arriver à la maison, nous tous on était assis. On était là en train de pleurer. Le monsieur vient, bon, je ne sais pas si eux ils croient en ça, mais quand il est venu, il voulait s'adresser, il dit, où est Emmanuel? Et que son papa m'a envoyé. Il dit, quel papa? Il dit, c'est ton papa qui m'a envoyé. Donc les enfants étaient tellement en colère qu'ils ont voulu le porter main. C'est là on les a calmés, tout ça. Que, papa, que tu parles de lui là, il faut rentrer dans la maison. C'est comme ça, le monsieur est rentré dans la maison. Une fois que le papa est tendu là, il est mort. Il dit, mais comment c'est possible? Moi et lui, on vient de causer dessus. Tu m'as dit qu'il a mis des papiers ici, il a mis son terrain, les papiers de choses de café cacao qu'il a envoyé dans telle ville pour aller vendre tout ça, tous les trucs, l'argent, il a mis l'argent ici qu'on doit prendre pour faire ça, que tout est ici, que je viens de le croiser de suite là. Comment moi j'ai su si il n'est pas croisé? Donc c'est comme ça, ça s'est passé. Nous tous on était vraiment étonnés, on était dépassés. Et c'est comme ça, après ça, quelques jours, on l'a enterré. Après qu'on l'avait enterré, bon, ils ont essayé de trouver un terrain d'entente avec les enfants du monsieur et du grand-père qui était décédé. Ils ont fait des réconciliations et puis bon, l'affaire est partie. Donc on était là, on vivait. Soudainement, sa petite femme, parce qu'il avait marié une jeune fille. Comme sa première femme était décédée, donc il avait marié une jeune fille. Et la jeune fille venait croiser mes grandes-mères là, les expliquer quelque chose. Dis mais que le monsieur vient coucher avec elle la nuit, qu'elle n'arrive pas à l'empêcher. Dis non, qu'elle n'est qu'à aller se laver, faire des trucs. Et elle aussi, elle aimait le monsieur, donc elle se laissait faire. Ce qu'on lui dit de faire, elle refuse de faire, elle ne va pas. C'est-à-dire qu'elle fait semblant de faire, mais elle ne le fait pas. Et c'est comme ça. Jusqu'à le monsieur, qu'on lui dit, elle dit qu'elle a fait, elle fait. Jusqu'à le monsieur, le revenant, a donné grossesse, la femme est tombée enceinte. Le monsieur qui est mort a enceinté sa femme. Et c'est comme ça la dame maintenant vient dire qu'elle ne voit pas ses règles, qu'elle ne sait pas ce qui se passe. On dit mais ça c'est quelle manière ça? Donc à force de parler, nous sommes des enfants, on est là, il y a des trucs, à force de chuchoter un peu, c'est rentré dans nos oreilles. Et nous, on a pris ça comme c'est de la plaisanterie. D'ailleurs même, bon, quand on était petit là, on ne croyait pas même à la mort. On pense que c'est des gens qu'ils prennent, ils vont cacher et puis bon, après ils vont dire qu'ils sont morts. Comment un homme va mourir? Et c'est comme ça, nous, on dit, le monsieur ils l'ont caché et elle se cache pour aller coucher à lui. Le monsieur l'a enceinté. Maintenant ils disent que elle enceinte, que c'est un revenant. Comment un revenant va enceinte quelqu'un? Donc c'est comme ça, nous les enfants, on prenait ça pour parler. Et effectivement c'était vrai. Et c'est comme ça qu'ils sont allés voir un féticheur. Le féticheur a fait ses constatations. Il dit effectivement que la femme est enceinte. Elle est enceinte de 3 mois. Il ne faudrait pas que la grossesse arrive 7 mois. Parce que si la grossesse arrive 7 mois, elle doit mourir.
parce qu'elle va pas accoucher ici. Il faut qu'elle meure pour aller accoucher. Donc c'est comme ça. Le truc a commencé à paniquer tout le monde. Mais lui, il ne peut rien faire. Mais il va les diriger quelque part d'autre où ils peuvent aller. Et puis le monsieur, lui, il est plus fort, il a plus de pouvoir que lui. Peut-être que lui, il va pouvoir faire quelque chose. Donc c'est comme ça. Mais pour le même temps, on doit faire quelque chose pour mettre une barrière entre elle et le monsieur. Ce n'est pas que le monsieur continue de la fréquenter, continue de sortir avec elle encore. Il faut qu'on lui mette une barrière. Donc c'est comme ça. Ils ont mis la barrière, ils ont commencé à la laver. Mais tout le monde a constaté même que le ventre de la fille, même de la tante là, sortait. Donc nous tous, en tant qu'enfants, on critiquait même parce qu'on voyait que c'était vraiment évident. Elle devenait blanche, là, comme une femme enceinte, elle devenait bien blanche parce que le truc c'était évident. Et c'est comme ça, un jour, les femmes là, avec ses parents, ils se sont associés, ils sont partis dans un village, aller voir un féticheur. Et c'est comme ça, le féticheur a dit qu'il faut qu'il fasse avortement spirituel. Sinon que, si elle reste comme ça, si elle arrive à 7 mois, elle va mourir. Et c'est comme ça, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. On lui a demandé des choses pour faire. Et puis bon, c'est comme ça, ils ont fait des trucs. Et puis, la dame a pu survécu. Et le monsieur venait, mais il n'arrivait plus à avoir affaire à la dame. Et c'est comme ça l'histoire s'est passée. C'est pour vous dire que les choses mystiques là, les choses qui se passent là, c'est seulement Dieu qui peut expliquer. C'est parce que nous, êtres humains, là, il y a des choses là, c'est plus fort que nous. C'est plus fort et puis c'est tellement délicat que je ne sais pas quoi dire. C'était vraiment étonnant. Donc, la plupart des histoires que moi j'explique, la plupart c'est des faits vécus. Merci beaucoup. Partagez, aimez, likez. Merci. DMG TV. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien chez toi. La dernière fois que je suis montrée sur ton live, j'avais tellement le trac. J'étais tellement stressée parce que c'était ma première fois de monter sur un live et raconter une histoire. Donc l'histoire de ma famille, je n'ai pas pu raconter dans les détails. Et je pense que beaucoup des abonnés n'ont pas compris. Donc je te fais un vocal aujourd'hui pour pouvoir mieux te raconter l'histoire. L'histoire s'est déroulée des années 80. Ma grand-mère, la mère de ma mère, avait 8 enfants, dont l'aîné était un garçon. Ma mère était l'avant-dernière de la famille. Mon oncle avait un ami intime, un ami qui était bien proche de la famille ainsi que sa famille à lui. Cet ami-là, il était tellement gentil, il était apprécié de tout parce que je signale que c'est ma mère qui m'a raconté l'histoire et ensuite ma grand-mère m'a raconté aussi l'histoire, donc 2 personnes. Parce qu'en ce moment, je n'étais pas encore née. C'est l'histoire de ma grand-mère et l'histoire de famille. Donc, ce dernier, il était vraiment gentil et respectueux. Mes parents l'avaient adopté comme leur fils. Il mangeait chez nous, il dormait, il faisait pareil par terre. Sa mère aussi, vu l'amitié qui s'est passée avec le fils de ma grand-mère, c'est devenu une amitié familiale. Mon oncle était en classe de terminale à l'époque. Et à l'époque, quand tu es en classe de terminale et que tu es surdoué, j'étais vraiment en or. Et mon oncle vraiment était un surdoué à l'école. Les deux, lui et son ami, étaient des amis et même ils faisaient la même classe, s'asseyaient ensemble. Mais l'autre était perturbateur et il n'était pas vraiment assidu, il n'était pas intelligent à l'école. Voilà. Donc mon oncle, lui, puisque la famille n'était pas aisée, on était pauvre par rapport à l'autre, par rapport à son ami, parce que lui, sa famille était riche, avait l'argent, donc il pouvait payer tout et n'importe quoi.
Mon oncle, il se concentrait sur ses études jusqu'à ce que les examens arrivent et il a eu son bac. Son ami n'a pas eu son bac. Donc, c'est là que la jalousie a commencé à naître dans son cœur. Lui n'a pas compris pourquoi est-ce que lui, il a payé et que son ami n'a pas payé, mais par contre, il a eu le bac et lui n'a pas eu le bac. Parce qu'à l'époque, avoir un brevet d'études de terminale, vraiment, c'était vraiment le haut niveau à l'époque. Pas maintenant, comme on ne prend plus rien au sérieux. Donc, mon oncle, il a eu et ma grand-mère a décidé de célébrer une fête à la maison. Et la fête, on a invité la famille, les proches, tout ça. On ne savait pas vraiment que, comme on le dit en Afrique, c'est celui qui est proche de toi qui est ton ennemi. Tu peux ne pas le connaître, tu peux ne pas savoir parce qu'il est proche de toi. Donc, le jeune, il allait raconter à ses parents que voici ce qui s'est passé. Effectivement, si les parents, la mère du petit n'était pas heureuse aussi que son fils n'a pas eu le bac et que son ami a eu le bac. En plus, d'après eux, qu'un moins que rien a eu le bac et son fils n'a pas eu le bac. Donc, c'est inacceptable. La jalousie a commencé à naître là aussi, entre ma grand-mère et cette dernière-là. Maintenant, le jour de la fête, qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle a invité ses amis de l'école et puis quelques amis proches ainsi que son ami intime avec sa famille. Quand ils sont venus à la fête, ils avaient déjà planifié leur plan, lui et sa mère. C'était de faire du mal, c'est-à-dire de tuer ou d'empoisonner son ami. D'abord, la première tentative n'a pas marché. Empoisonner et tout, ça n'a pas marché. Donc, un bon jour, il a donné rendez-vous à son ami, qui était mon oncle, que moi je n'ai pas connu d'ailleurs. Il leur a donné rendez-vous pour qu'ils puissent sortir ensemble. Sans compter, sans savoir ce que l'ami là préparait contre mon oncle. Ce jour-là, mon oncle, ma grand-mère dit qu'elle avait eu excusez-moi. Elle a un pressentiment, elle a compris qu'il y a quelque chose. C'est l'intuition d'une mère. Et mon oncle est sorti ce jour-là, mais il avait oublié son je sais pas, on appelait avant les livres de poche. Je sais pas. Il a laissé ça à la maison, donc à chaque fois il sortait avec. Ce jour-là, il est sorti. Après, arrivé au rendez-vous, il s'est retourné. Il est venu chercher son livre. Donc, son ami est arrivé là-bas, il n'a pas vu. Et il a croisé ma tante, qui était l'Amani. Amani, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'audio, c'est celle qui vient après les jumeaux. C'est pas son nom, c'est juste Amani. Maintenant, il a demandé, et ton frère? Elle lui a dit non, mon frère, il a oublié quelque chose à la maison, il revient. Ok, s'il revient, dis-lui que je l'attends ici. Donc, elle allait à la maison, elle a trouvé mon oncle. Ah, ton ami t'attend là-bas, il a besoin de toi. Que oui, mon oncle lui a dit oui, on devait sortir pour aller quelque part et je l'attends. Donc, quand ils sont partis, l'ami lui a tendu une embuscade et il a poignardé mon oncle, il l'a laissé en train de se vider de son sang là. Et il a laissé le corps là et il est parti. Il est parti. Un jour, 2 jours, d'abord la nuit, toute la nuit, ma grand-mère dit qu'elle n'a pas vu son fils. Elle ne voyait pas son fils. Elle s'inquiétait, elle n'a pas dormi. Le lendemain, son fils ne vient pas. Elle allait chez la famille de l'ami intime de son fils pour leur demander, mais je suis sortie avec mon fils hier, jusqu'à présent il n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune dit non, quand ils sont sortis, le lendemain, quand ils sont sortis, après, il a suivi une fille et il n'est plus rentré. Donc lui, il a pris son chemin pour rentrer à la maison. Mais il l'a laissé avec cette dernière-là. Donc, ma grand-mère, elle est rentrée à la maison. Elle attendait impatiemment que son fils vienne. Mais quelques heures plus tard, ils ont découvert le corps de mon oncle. Quand ils ont découvert le corps de mon oncle, ils sont allés attraper son ami pour dire que tu étais avec notre fils hier et aujourd'hui, on voit qu'il a décidé qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, ils l'ont envoyé au commissariat. Et au commissariat, ils l'ont tellement questionné qu'il ne voulait pas répondre. Par contre, ses parents pensaient qu'ils pouvaient payer la police avec leur argent. Excusez-moi. Ils pouvaient payer la police avec leur argent, mais ça n'a pas marché. Et il a raconté toute l'histoire. Il disait
il a commencé à être jaloux de son ami quand ils étaient à l'école parce que son ami, il était tellement gentil, il avait tout, mais il était pauvre. Il était intelligent, il était gentil, les profs l'appréciaient. Par contre, lui, il était à part, donc la jalousie a commencé là. Et sa maman aussi, elle a commencé à faire la jalousie avec moi, ma grand-mère, parce qu'elle avait qu'un seul fils. Un seul fils. Et son mari, le mari de la dame, n'était pas le père biologique de son fils. Son mari, n'arrivait pas à avoir des enfants. Donc elle était jalouse de ma grand-mère parce que ma grand-mère a eu 8 enfants. Et ces 8 enfants-là, bon, ils avaient presque réussi. Et elle, non. Pourquoi? C'est de là que la jalousie a commencé. Donc, ils sont allés voir, puisqu'ils n'arrivaient pas à empoisonner mon oncle. Ils sont allés directement voir un féticheur. Un féticheur, pas un marabout. Pas le marabout, c'est différent. Un féticheur. Et le féticheur leur a donné le poignard. Le poignard pour les poignarder, comment on appelle, mon oncle. Et ce poignard-là, ça a demandé qu'il a poignardé mon oncle. Tous ceux qui vont se lever dans ma famille, les enfants de ma grand-mère, pour dire qu'ils vont réussir, ils vont soulever la tête. Eux tous vont tomber, ils vont mourir. Donc ça se suivait successivement. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont eu mon oncle. Donc voilà un peu l'histoire de ma grand-mère. Et aujourd'hui, il y a eu tellement de décès dans ma famille que pour celui de ma mère, je vais monter la prochaine fois dans ton live pour te raconter l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, ça se répercute sur moi. Aujourd'hui, je souffre de cela parce que ma fille de 4 ans, elle a fait un AVC. Bon, cela aussi, je vais vous raconter plus tard. Bien sûr, parce que ça colle avec celui de ma mère. Donc, je vous raconte cette histoire parce que c'est pour vous dire la morale dans l'histoire, c'est que dans une famille, vous pouvez accepter une personne chez vous, mais sans savoir vraiment le fond et l'intérieur de cette personne-là. Il y a des personnes qui sont sincères, il y a d'autres qui ne sont pas sincères du tout parce qu'ils vous envient. Ils sont jaloux de ce que vous avez et eux n'ont pas. Aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, l'argent, tu peux avoir tout, mais tu ne peux être heureux au fond. Il y a beaucoup de choses qui manquent à ceux qui ont tout, d'après nous. Donc, c'est un peu la morale de l'histoire. Merci beaucoup DMG de m'avoir permis de faire un vocal aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais t'envoyer un audio où je vais monter dans ton live aussi pour raconter mon histoire personnelle et l'histoire de ma fille qui a fait l'AVC à 4 ans et celui de ma mère. Et c'est très long. Vraiment merci. Et bonne journée à toi DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. J'ai une autre histoire. Cette histoire se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Voilà. Et c'est dans une commune où il y a une femme qui se dit être agent de recrutement de jeunes filles pour faire le ménage. Donc, elle va dans les villages, aller prendre des petites filles et les ramener en ville. Je précise que ce sont de petites filles. Elles ont entre 10 et plus. Mais pas de grandes en tout cas. C'est que des adolescentes. Des enfants et des adolescentes. Donc elles partent dans les villages. Elles ramènent les filles en ville et puis elles les placent dans les maisons et tout. Et elle fait le commerce à côté. Du coup, elle a gardé une fille. La fille travaille pour elle et tout. Donc des années sont passées. Il y a un jeune qui vient habiter dans la cour aussi. Et le jeune et la fille ont commencé à se fréquenter. Donc ils se fréquentaient en cachette sans que personne ne le sache. Une fois dans mes balades, voilà, j'ai croisé le jeune en question et la fille dans le noir quelque part là-bas. Donc moi j'ai passé genre, je me suis dit qu'est-ce qui se passe en fait. Donc on était là et tout et on apprend que la fille elle est enceinte. Et le père c'est le jeune en question. Donc on demande à la fille, elle dit que c'est le gars. Donc on va voir sa patronne va voir
le gars lui dit que ah attends c'était ma fille et tout nanana. Et il faut savoir que genre le jeune et puis la dame n'étaient pas de bons termes. Donc elle dit que genre c'était ma fille, elle est venue pour travailler et tout, toi je suis enceinte et tout. Donc il sait pas comment ça s'est terminé, mais en tout cas il a reconnu. Et je sais pas comment ça s'est passé réellement, mais en tout cas il a reconnu la grossesse. La fille elle a accouché, mais elle est devenue insolente. Du coup la femme a décidé de ramener la fille où elle avait pris. Et ça fait beaucoup mal à la fille parce que la fille travaillait beaucoup, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire. C'était une fille bien. Et ça a fait mal à la fille parce que genre, les filles comme ça, on n'en trouve pas. Du coup, la femme, bon, on ne savait pas que ça lui faisait mal. Mais en tout cas, ça lui faisait mal. Et quelque temps après, le jeune se plaint qu'il est malade. Et lui, il était plus proche de ma maman. Donc, il dit qu'il est malade, il passe se soigner. Il se soigne, mais genre, il n'y a pas de nouveauté. Du coup, il dit qu'il passe se soigner au village. Donc, il part. Pour nous, il est en train de se soigner. Et un jour, on apprend qu'il est décédé. Je ne sais pas pourquoi son oncle a eu l'intérêt. Je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête de son oncle. Mais son oncle a décidé d'aller consulter chez les marabouts. Donc, il part consulter. Et on lui dit que il a été envoûté en quelque sorte. Que la femme chez qui travaillait la fille, qui l'enceintait là, l'a lancé une maladie. Et c'est de ça qu'il est mort. Donc, la moralité là, c'est de faire très attention à tous les actes que nous posons. Juste parce que il est sorti avec la fille, il est mort. Juste pour ça. Et sachez que le dehors est méchant. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. Il n'y a rien à dire. Donc, méfiez-vous. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.